Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Angélica. Alors, en ce dernier épisode de la maternité, nous recevons Léa aujourd'hui et Delphine qui ont fait un parcours PMA avec donneur. Vous pouvez vous présenter, Léa? Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 39 ans et je suis maman solo d'un petit garçon de 9 mois. Voilà. Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 46 ans. Je suis en couple depuis 24 ans avec Céline et nous sommes les mamans d'un petit garçon de 4 ans. Alors, vous avez un point commun toutes les deux, c'est que vous avez fait ce qu'on appelle une IAD. Une IAD, voilà, une insémination avec donneur. C'est ça, exactement. Moi, c'est même un double don puisque j'ai reçu un don d'embryon, donc c'est 2 donneurs. Beaucoup de dons. Oui, on les remercie beaucoup. Oui, exactement. Du coup, est-ce que tu veux commencer pour nous expliquer peut-être comment t'es venue Delphine? Donc avec Céline, on est en couple depuis très longtemps et il y a quelques années, à peu près 6 ans, on s'est mariés, même il y a 7 ans, et on a eu le droit de se marier, donc on a pris ce droit et puis derrière. Moi, j'avais un désir d'enfant depuis déjà des années. Céline a mis un peu plus de temps à faire naître ce désir. Et puis, à un moment donné, on a été prête. On est parti dans l'aventure. Et on est d'abord parti dans un parcours plus classique. À l'époque, il n'y avait pas encore la loi qui était passée en France, donc on devait partir à l'étranger. Donc, on a d'abord choisi d'aller en Belgique. Et là, on a fait plusieurs inséminations qui n'ont pas fonctionné. Et qui a fait les inséminations, c'est toi du coup? C'est moi, oui, exactement. C'est moi qui ai porté du coup notre fils et effectivement du coup c'était à chaque fois moi qui recevais du coup là un don de sperme et ça ne marchait pas. À un moment donné, ça a été compliqué. C'est pas évident quand il y a plusieurs échecs. Il faut gérer ça psychologiquement. Donc je sentais que en Belgique ça me convenait pas, ce qui se passait, la relation avec les médecins, etc. Donc on a décidé de changer et on est parti en Espagne et on a fait une rencontre surtout avec une gynéco qui a été vraiment formidable et je pense que ça compte beaucoup aussi dans la réussite d'un parcours. Et c'est vrai que cette petite fée, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un pour nous qui est très cher et avec qui on est toujours en contact. Et du coup, voilà, grâce à elle, on a d'abord fait de nouveau une insémination avec leur protocole à eux en Espagne. Et cette insémination n'a pas marché de nouveau, donc là elle m'a dit il va falloir qu'on aille voir plus loin et qu'on comprenne parce que les examens que j'avais fait en France montraient qu'il n'y avait pas forcément de problème, mais évidemment on peut pas savoir ce qui se passe dans les ovaires tant qu'on va pas voir ce qui se passe dans les ovaires. Et pour aller voir ce qui se passe dans les ovaires, il faut faire une insémination artificielle en FIV, donc en fécondation in vitro, pour aller vraiment ponctionner les ovocytes. Et il se trouve que effectivement, donc j'ai fait une FIV qui n'a pas fonctionné non plus parce que il se trouve que je n'avais plus, mes ovocytes n'étaient plus assez bons. Et donc on a transformé. Donc ça, je te coupe. Excuse-moi, mais tu en es rendu compte au bout de 4 fois en fait. C'est-à-dire que on t'a pas dit tout de suite vous avez des ovocytes. C'est pour ça que ça marche. Ah non. En fait, les ovocytes, tu peux pas savoir s'ils vont bien ou pas tant que t'as pas été les ponctionner directement dans les ovaires. Donc quand je faisais juste des inséminations, forcément ça marchait pas, mais c'est tout. Après moi j'ai fait les examens en France, tous les examens qu'on peut faire pour aller voir l'utérus, pour aller voir même on m'a mis un espèce de liquide, je sais plus comment ça s'appelle. Pour déboucher les trompes, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Mais en fait, tout allait bien à ce niveau-là, quoi. Mais quand ils ont fait, donc quand on a fait la FIV, là, ça a montré que les ovocytes que j'avais n'étaient pas très bons. J'en avais pas beaucoup, alors que normalement, quand tu fais une FIV, t'es tellement boosté que du coup, tu as peut-être entre 15 et 20 ovocytes. Moi, j'en avais 6. Enfin, voilà. Et les 6, c'était pas bon, quoi. Et ça se voyait pas dans tes réserves ovariennes, des prises de sang, ça s'en était pas rendu compte? Pas tant que ça. Ouais. D'accord. Pas tant que ça. Non. Moi, c'est intéressant de savoir. Non, pas tant que ça. Du coup, voilà. Et il se trouve que
Sur place, quand la gynéco, quand on m'annonce le jour de la ponction, on me dit bah voilà, vous en aviez 6, sur les 6, il y en avait 4 qui étaient vides, les 2 qui restent, il y en a un qui était pas mûr, et l'autre qui est pas vraiment bon. Donc bon, celui qui est pas mûr, on tente de le faire mûrir et on va tenter une fécondation. Bon, le lendemain, ils m'appellent et ils me disent que la fécondation n'a pas marché. Donc c'est fini, ça s'arrête là normalement. Sauf que nous, on était en Espagne et ma gynéco me dit bon, alors je pourrais vous dire de refaire des FIV, ça serait dans l'intérêt de la clinique, mais moi, mon intérêt, c'est d'être gynéco, je suis docteur et ça va pas marcher. Voilà, croyez mon expérience voilà, avec ce que je vois, ce que vous avez, ça ne marchera pas. Donc, il faut envisager le don d'ovocytes et donc le double don dans notre cas. Et moi, je lui réponds, pourquoi on le fait pas tout de suite? J'étais en Espagne, je venais de faire la ponction de la FIV. Et c'est vrai que normalement, les gens ont besoin d'accuser le coup, de repartir et puis de digérer, de se relancer dans un processus. Moi, ça faisait déjà 2 ans que j'étais dedans, donc pour moi, c'était un peu maintenant ou jamais. Et du coup, elle me dit: «Ah d'accord, OK», et donc elle me dit: «J'appelle l'équipe du matching génétique pour voir si éventuellement il y aura un embryon». Et il se trouve qu'il y avait un embryon. Mais moi, dans ma tête, enfin dans notre tête à Céline et moi, on se dit: «Mais ouais, OK, d'accord, mais bon, ils ouvrent le frigo et puis c'est bon, quoi». Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Après, le lendemain, on a rencontré de nouveau des docteurs, les psychologues aussi. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ils ont pas du tout un frigo et on fait voilà, ils se servent. Et il se trouve que c'est une vraie chance qu'il y avait un embryon de disponible présent là, avec le matching génétique qui est le nôtre. Et du coup, c'est cet embryon qui m'a été implanté dans le même délai que si ça avait été fait avec mes ovocytes à moi, donc 5 jours plus tard, enfin voilà. Ça, c'est une chance, mais du coup, parce que moi, j'ai l'impression que des parcours comme ça, souvent en France, c'est très compliqué. Là, en Espagne, j'ai l'impression que c'est allé assez vite. Alors, il y a la chance d'avoir cet ovocyte, mais ça va peut-être plus vite parce que si dès le lendemain, tu peux avoir des rendez-vous avec des médecins et tout, ça va. Ah disons que là-bas, la clinique, voilà, alors déjà bon, tu payes et puis la clinique en fait est vraiment dédiée à ça, quoi. C'est une clinique exprès pour ça, donc les psychologues ils sont dans la clinique et du coup ils sont là pour accompagner, donc ils nous reçoivent évidemment, voilà. Et là le médecin qu'on a vu, il se trouve que ma gynéco était justement en France en train de faire un séminaire, donc elle était pas là, donc soit je n'ai vu un autre qui nous a expliqué exactement ce qui s'était passé, pourquoi mes ovocytes marchaient pas, etc. Et qui nous a dit, c'est très courageux le choix que vous faites d'avoir tout de suite rebondi vers un don d'embryon. Très peu de gens le font comme ça. Et c'est lui qui nous explique que c'est une chance et que voilà, c'est vraiment, on a saisi quelque part, voilà, les planètes étaient alignées et tout ça. Et après, quelques jours plus tard, quand du coup l'embryon m'a été implanté, c'est justement ma gynéco, Anna, qui l'a fait. Et là, j'étais hyper contente que ça puisse être elle. Et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle la petite fée, parce que je la revois arriver. Enfin, il y a le biologiste qui est rentré dans la salle avec vraiment, mais réellement une baguette, quoi, avec au bout l'embryon, en fait. Et je le vois rentrer, ce biologiste, le donner à Anna, et Anna qui, du coup, vraiment m'implante cette baguette, quoi. Et en plus, comme du coup, on est en écho, j'avais tout en visio, et je voyais sur l'écran, et du coup, elle me dit, voyez, regardez, hop, ça y est, je le dépose, et ça faisait vraiment comme une étoile. Voilà. Donc c'est très chouette comme moment. Et ça a marché. C'est jaloux. Parce que je n'avais plus ce qu'il faut dans les ovaires, mais par contre, j'ai un bon utérus qui est prêt à accueillir un petit nid douillet. Un petit nid douillet, exactement. Et attends, tu parlais de matching génétique, tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, alors le matching génétique, c'est juste tout simplement voir si génétiquement l'embryon correspond à peu près aux parents. Alors dans le cas d'un don d'ovocytes, c'est plutôt à la mère, mais voilà, moi il se trouve que j'ai la peau blanche, je suis blonde aux yeux bleus, et tout simplement que au moins ça soit similaire à au moins ça, quoi. Après, ils ont peut-être d'autres données, de choses que je maîtrise pas, qui sont peut-être plus médicales, mais en tout cas, la base, c'est au moins que ça colle, quoi. Voilà, ils m'auraient pas implanté, j'imagine, un embryon méditerranéen, enfin un peu brun, un peu une peau peut-être plus mate, ça c'est sûr que non. Voilà. OK.
Du coup, Léa, comme c'était il y a pas si longtemps, toi, puisque ton bébé a 9 mois, Oui. est-ce que t'es émue par rapport, est-ce que t'as trouvé toi ta bonne fée ou est-ce que t'as eu un rapport avec Alors moi, un- j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai pas eu de difficultés majeures à tomber enceinte et ça, faut le souligner aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés et c'est difficile, mais ça peut aussi bien se passer et marcher assez rapidement. Et c'est clair que ça a un côté magique. On retrouve ce côté bonne fée ou pas. Et enfin, rien que le fait que le sperme du donneur s'appelle une paillette, tu vois, ça met tout de suite des petites étoiles. Tu te dis, ok, je rentre dans quelque chose un peu dans une autre dimension. Après, c'est très médical évidemment, mais les personnes qu'on rencontre et qui vont nous aiguiller, nous aident, deviennent des bonnes personnes, oui, à nos yeux. Et c'est pour ça que c'est super important de trouver des bons médecins et de se sentir en confiance quand on commence un parcours. Enfin, je pense que tu es d'accord là-dessus. Ah oui, mais ça joue énormément. C'est le mental, en fait. C'est le mental, les gens qui t'entourent, les énergies qui vont t'entourer aussi. C'est très, très important. Et d'être prête aussi à accueillir un bébé et d'en avoir envie, ça joue beaucoup. Et du coup, toi, j'imagine d'essayer de faire un enfant toute seule, il y a une grande préparation ou comment ça, enfin, je sais pas. Alors c'est un pareil que toi, j'ai toujours voulu un enfant et je me suis toujours occupée des enfants des autres et avec l'âge, c'est vrai que c'est difficile de voir les copines avoir des enfants, les sœurs avoir des enfants. On se dit pourquoi pas moi. J'ai eu des relations évidemment, la dernière en date était assez longue et mon ex me faisait un peu tourner en bourrique à ce sujet-là. Il voulait un enfant, puis un coup il en voulait plus, et puis c'était trop tôt, puis finalement il était pas prêt. Enfin il y avait toujours une raison pour repousser le moment et pas passer à l'acte en soi. Donc j'ai décidé de le quitter pour ça et pour plein d'autres raisons parce que nous deux ça marchait plus. Et au moment où je le quitte, la loi PMA pour les femmes célibataires est passée en France. J'ai eu j'ai eu une chance en fait. Tout était aligné pour que je le fasse à ce moment-là. Et c'est vraiment je l'ai quitté en octobre et la loi était passée en septembre. Donc vraiment tout frais. Et je me dis bah allez c'est mon moment, c'est mon signe, je fonce. Et ma chance, bon je vais voir ma gynéco de ville qui me dit c'est génial, je vous suis à 100%, je trouve ça super que vous ayez un enfant toute seule. Par contre, je ne peux rien faire pour vous, je ne sais pas comment ça marche. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait, bon, 60 € perdus, c'est pas grave, mais j'étais un peu perdue et je vais voir une amie à moi qui me dit, attends, je sais. Elle appelle tout de suite une personne qu'on connaît toutes les deux, qui est sage-femme dans un hôpital spécialisé en PMA. Et donc elle lui dit voilà il y a Léa qui veut commencer les protocoles pour un bébé solo. Elle fait ok pas de problème. Et elle me rappelle le lendemain, elle me fait c'est bon je t'ai eu un rendez-vous chez la gynéco. Et le rendez-vous que normalement tu mets 3 mois ou 4 mois à voir, je l'ai eu en 2 jours. Et cette gynéco pareil c'est une petite bonne fée qui m'a tout de suite comprise et qui m'a dit ok on commence et qui m'a prescrit tous les examens et qui m'a dit bah voilà moi je peux pas le faire, c'est pas dans l'hôpital, nous on n'est pas en don de sperme. Donc du coup, il faut que tu t'adresses aux hôpitaux spécialisés dans la région qu'on appelle des sécos. Et donc je vais pour prendre les rendez-vous et les délais en France sont extrêmement longs. Il faut savoir que mon premier rendez-vous, je l'ai eu 8 mois après l'appel. Donc voilà, on était au mois de janvier, j'avais le rendez-vous pour le mois d'août. Et en plus, j'ai l'impression que c'est de pire en pire parce que là, Oui, c'était les délais au tout début. Ouais, c'était au début. C'était au début, les délais s'allongent énormément et pour plein de raisons, hein, c'est pas déjà la France évolue énormément à ce sujet, mais on est encore en pénurie de donneurs et ça rallonge les protocoles énormément. Il y a pas beaucoup de gynéco, il y a pas beaucoup de gens spécialisés, il faut voir des psychologues, faut des délais entre tous les rendez-vous. Donc tout ça c'est assez plombant dans le moral et c'est sûr que ça peut démotiver assez facilement. T'as vu du coup des psychologues Alors non, parce que j'ai fait mes examens, j'ai fait tous mes examens avec cette gynéco qui m'a vraiment fait toute la bataille, hein, parce qu'on passe des dizaines, enfin il y a les prises de sang, il y a les échos, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et j'arrive avec tous mes résultats, elle me fait bon bah tout est nickel, maintenant faut juste attendre les rendez-vous avec les sécos. Et le problème c'est que c'était trop long à mes yeux.
étant donné que j'avais 37 ans, que j'avais envie d'avoir un enfant assez rapidement, que je voyais sur plein de commentaires que les délais étaient très 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 longs, que c'était compliqué. Je me suis un peu, comme beaucoup en fait, j'ai regardé ce qui se passait ailleurs et j'ai décidé de passer par l'étranger pour aller plus vite, en me donnant une chance, en gardant mes rendez-vous en France parce que sait-on jamais si ça marche pas à l'étranger, j'aurai toujours ça pour continuer mon protocole. Et puis j'avais envie de le faire en France. Et au final, je suis passée par l'étranger. J'ai pu faire ma première insémination avant mon rendez-vous à l'hôpital en France. Et il se trouve que je l'ai faite 15 jours avant mon rendez-vous et que la veille de mon rendez-vous au Sécos, j'ai appris que j'étais enceinte. C'est génial. Voilà, donc j'ai quand même été le lendemain au rendez-vous histoire d'honorer le truc et j'ai parlé. Je leur ai rien dit parce que j'étais enceinte de 15 jours et que c'était encore tout fragile, donc on ne sait pas. Je peux faire une fausse couche, ça peut ne pas marcher. J'ai été au rendez-vous, j'ai pas eu du tout. C'est que moi. Ça se passe très bien pour des dizaines de femmes et des centaines de femmes, donc tant mieux. Mais j'ai pas eu un bon ressenti avec la gynéco qui m'a reçue. Et pareil, en sortant de là, elle m'a dit, il faut prendre rendez-vous avec la psy et le deuxième rendez-vous avec moi. Et on me donne des rendez-vous 6 mois après. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pas fait ça pour rien. Et voilà. Et mon bébé s'est accroché. Et voilà. C'est incroyable. C'est quand même une fois, en fait. Une fois. Un essai. Et c'est rare, que ça marche du premier coup, mais ça marche. Et du coup, je l'ai eu avant mes 40 ans, ce que je voulais surtout. Et t'avais fait donc plein d'examens avant, et on t'avait dit déjà que t'avais, au niveau de ta réserve ovarienne et tout. Moi, tout allait bien. Tout allait bien. J'avais pas de soucis. J'avais des ovocytes. Après, pareil, ça aurait pu ne pas marcher. Il y avait peut-être un souci plus profond qu'on aurait dû aller voir, mais pour le coup, tous mes résultats étaient bons. Malgré le fait que ce soit une grossesse gériatrique, parce que ça on te le dit tout le temps, quand tu passes 37 ans, les grossesses deviennent un peu plus compliquées. Mais tout était bon et j'ai eu les starting blocks. Enfin, j'ai pu partir, j'ai pu démarrer le protocole facilement. J'ai quand même eu une stimulation hormonale pour booster un peu le tout, et ça a marché du premier coup. Voilà. Et psychologiquement, par exemple, Delphine, le fait d'avoir cet enfant, c'est toi qui l'as porté. Et comment vous avez pris la décision que ce soit toi? Alors, pour le coup, nous, ça a été assez simple parce que Céline n'a jamais eu le désir de porter un enfant. Le désir de devenir parent, oui, mais de porter, non. Elle a jamais eu envie de ce corps. Hein. C'est quand même une transformation du corps aussi, une grossesse. Donc ça, et alors que moi, oui, vraiment, je voulais vivre le moment d'une grossesse depuis toujours. Donc quelque part, nous, c'était assez cool. On n'a pas eu à se bagarrer ou à se dire bon alors qui, parce que c'était très simple. Donc depuis toujours, c'était moi qui c'était prévu comme ça. Et pour elle, c'était pas, elle voyait pas de différence entre le fait que toi tu le portes, qu'elle du coup elle est rien de génétique entre guillemets avec. Alors justement un peu. Si, c'est quelque chose qui justement l'a dérangé, et comme quoi du coup la vie a bien fait les choses, parce que on a aussi en parallèle, quand on a commencé le parcours PMA, on a aussi commencé le parcours d'adoption, parce qu'à un moment donné je lui dis écoute, vu que c'est vrai que ça l'a dérangé un peu la notion qui est pas ses gènes et tout ça, j'ai dit moi, j'ai envie d'avoir un enfant, je suis prête à pas vivre de grossesse, et on peut essayer aussi d'adopter un enfant. Moi, j'ai pas eu de frère, j'ai pas eu de sœur parce que j'avais un papa handicapé, du coup, ils ont jamais pu avoir de second enfant, ils ont jamais pu adopter non plus, et je m'étais toujours dit que j'adopterais un enfant quand je serais plus grande. Et donc, ça m'allait aussi. Donc, on a enclenché le parcours d'adoption, qui est encore plus compliqué qu'un parcours PMA. Ça dépend. Après, il y a des PMA qui sont encore très longues. Ouais, mais vraiment l'adoption, c'est un sacré chemin. Et donc on l'a démarré, on a été assez loin, on a été même jusqu'au rendez-vous avec l'assistante sociale, et ça s'est très mal passé. Elle nous a démonté. Je suis ressortie de là en pleurs, et j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin voilà, ça. Donc on a laissé tomber en fait le parcours d'adoption, et on s'est mis du coup juste dans la PMA. Et il se trouve qu'au final, la vie, c'était écrit
que ça soit comme ça parce que du coup notre enfant n'a ni mes gènes ni les siens et en même temps je l'ai porté. Voilà. Donc c'est parfait. Et la question, comme tu as dit que tu avais fait plusieurs processus, à un moment donné, la question elle s'est pas posée, même si elle voulait pas porter, de dire si vous voulez absolument devenir mère. Comme toi, au bout de 2 fois, ça marche pas. Est-ce que tu te dis pas, on fait pas la bascule sur toi, justement, parce que comme oui, vous êtes 2 femmes. Ça s'est posé, sauf que c'était pas possible parce que il y a une question d'âge. Et en fait, quand une femme peut devenir donneuse d'ovocytes jusqu'à un certain âge. Alors, je sais plus l'âge en France, mais je crois que c'est 36. 36, ouais. Et en Espagne, je crois qu'ils prennent même en dessous de 30 ans. En fait. Donc en fait, Céline, elle a 2 ans de plus que moi, donc à l'époque, elle avait déjà dépassé le délai, donc ça ne peut pas se poser la question à ce moment-là, parce que nous on l'a posé à la gynéco, elle nous dit mais non, c'est pas possible. Je pense que vous avez pas, enfin. Non, c'était pas la même. C'est pas la question, mais c'était hyper intéressant. Mais la réponse était très intéressante. Mais ouais. je pense que la question Non, la question c'était, est-ce qu'à un moment donné, comme toi, ça marche pas, on bascule pas sur sa partenaire pour qu'elle porte l'enfant, même si c'est pas sa première envie, mais du coup, bon, pour être parent. D'accord. Ben non, ça s'est pas posé parce que comme vraiment elle voulait. Enfin, elle avait pas ce désir de porter. Non, elle aurait pas fait le parcours comme ça. On aurait, je sais pas ce qu'on aurait fait. Mais c'est vrai que la question se pose plus aujourd'hui parce que du coup on a un enfant, mais non. Du coup, on a ce côté. On est 2 anciennes sportives de haut niveau, donc on a ce côté un peu quand même battante. Et c'est vrai que j'avais pas dit mon dernier mot, quoi. Voilà. Et du coup, Léa, est-ce que ça te fait toi, t'as pas eu ces questions-là à te poser parce que du coup, comme tu l'as fait toute seule. Est-ce que ça te touche son parcours forcément est-ce que tu penses que tu aurais été capable de te battre autant en étant toute seule ou est-ce que tu t'es pas posé la question Oui, je me serais battue. Ouais, j'aurais tout tenté, même si bon, au final, ça aurait pu finir en échec, mais j'aurais été jusqu'au bout des possibilités médicales. Ouais. C'est quand on a envie d'avoir un enfant et qu'on est motivé, je pense qu'il y a pas beaucoup d'obstacles qui nous arrêtent. On y va. Et c'est pas pour rien qu'on nous appelle les mamans warriors. Hein. C'est vraiment le nom qui ressort à chaque fois pour les mamans solo, les mamans lesbiennes et tout. C'est des batailles. C'est des batailles. On nous met en conditions difficiles, que ce soit médicalement parlant, psychologiquement parlant. On doit passer des examens pour voir si on est apte à avoir un enfant. Enfin, c'est très dur tout ça. Et il faut être super forte. Il faut avoir une super mentalité et avoir vraiment envie de l'enfant. Et on y arrive. Mais du coup, la chose, enfin, moi je trouve que c'est du coup nos enfants, c'est vraiment des enfants hyper désirés, quoi. Voilà. Et c'est aussi le cas dans des parcours classiques, bien sûr, mais c'est aussi parfois pas le cas. Alors que nous, dans notre cas, c'est forcément désiré. C'est pas un accident, quoi. Voilà, c'est pas un accident. Et du coup, je sais que nous, aujourd'hui, notre bonhomme, il a 4 ans et on est très, très fusionnel. Alors déjà, de base, Céline et moi, on a un couple fusionnel. Et là, on est très fusionnel à 3. Et parfois, des fois, on nous dit, ah, vous êtes quand même très, très fusionnel. Et derrière le trait, on entend le trop. Mais en fait, moi, moi, je réponds à ces personnes-là. Moi, je crois que déjà, on n'est jamais trop dans l'amour pour son enfant. Bien sûr. Et franchement, on s'est tellement battu et c'était tellement voulu que, enfin, moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'est un cadeau du ciel, quoi. Et du coup, depuis ce jour-là, je donne tout pour mon fils et je dis pas que les autres le font pas, hein, c'est pas ça, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a c'est encore presque plus fort, quoi. Voilà, et on s'accroche jusqu'au bout. Enfin, moi, tant qu'il était pas là, et puis même derrière, tous les jours, je me bats autant que pendant le parcours, presque. Et le regard des autres, comment vous le vivez? Est-ce que c'est des fois des choses négatives? Est-ce que c'est du jugement ou est-ce qu'au contraire, comment vous... Alors moi, pour le moment, il est petit encore et je l'ai pas. Il va pas en société. Il a pas des copains qui vont lui poser des questions ou des parents de copains qui vont lui poser des questions. Donc, pour le moment, cette question, ça reste une question. Maintenant, comment on me demande, parce qu'on comprend très vite que je suis maman solo, j'ai aucune. En fait, du moment où tu sais que toi tu le voulais, peu importe le regard des gens, on s'en fout.
On s'en fout de ce que pensent les gens. Je veux mon enfant, j'aurai mon enfant et j'ai eu mon enfant. Et la vie des copains, peu importe, pareil, ils peuvent le garder leur jugement. Maintenant, moi, j'ai été entourée de très bonnes personnes qui m'ont justement boosté aussi dans mon parcours. Et le plus important à mes yeux, c'est ceux qui t'entourent le plus, c'est ta famille, quoi. Et moi, ma famille, elle était à fond derrière moi, elle était hyper heureuse et ils m'ont jamais posé une seule question. Donc, si eux ne m'ont pas posé de questions, personne n'a le droit de me poser des questions. Tes parents, Voilà. ils t'ont soutenu dès le début dans cette Dès qu'ils ont démarche? su que j'étais enceinte, je leur ai dit à 3 mois, j'ai attendu les 3 mois Ah là là. de Tu l'as dit à voilà de personne? stress. Si, je l'ai dit. Il y en a beaucoup qui ont deviné que j'étais enceinte parce qu'évidemment tu bois pas d'alcool, tu sors moins, t'es fatiguée, t'as des petites nausées. Mais et puis il y en a pas mal qui dans mon boulot étaient au courant de mon parcours, qui ont suivi mon parcours aussi, qui étaient là derrière moi. Et donc si j'étais entourée, j'avais du monde quand même. Maintenant, tes parents, enfin les gens, voilà, quand tu dis pas tout de suite, t'attends les 3 mois parce que tu sais pas ce qui peut se passer aussi. Mais et c'est difficile d'attendre d'ailleurs, mais ils étaient tout de suite hyper contents, ils m'ont pas posé de questions. Donc voilà, le reste des gens, évidemment, il y aura des questions, mais moi j'ai pas de gêne dessus. J'ai fait ça, oui j'ai fait ça, et alors c'est pas grave. J'ai eu mon enfant et je suis heureuse et il est heureux, donc c'est tout. Et ton enfant, tu t'es dit le jour où il va te dire, justement, où il ira à l'école, il dira, pourquoi les autres ils ont un papa et moi j'en ai pas? Ouais, il aura les explications, bien sûr. C'est important de leur dire la vérité. Je vais pas cacher quoi que ce soit. Et au contraire, c'est une preuve d'amour aussi. Donc il y a des livres qui existent pour. J'en ai apporté un qui s'appelle Je suis née de l'amour de ma maman et de Laura Cadenas Zamora, qui explique bien le parcours médical à des enfants pour qu'ils comprennent ce qu'ont fait leur maman pour les avoir. Après, je lui expliquerai avec des mots d'enfant en fonction de son âge aussi. Et plus il grandira, plus il aura des informations. Et de ce que j'entends, parce qu'il y a plein de gens aussi dans mon entourage qui ont fait ça, les enfants posent des questions. Une fois qu'ils ont une réponse, ils vont pas chercher plus loin tout de suite. Ils ont pas besoin d'avoir le pourquoi du comment du machin. Non, c'est à leur rythme. Et une fois qu'il le saura, il le saura. Je pense que il y aura peut-être des manques d'un père à certains moments de sa vie, surtout que c'est un petit garçon. Après, s'il y a l'entourage qui est avec, ça devrait bien se passer. Oui, avec l'amour en général, Ouais. ça suffit. Et en revanche, quand il aura 18 ans, est-ce que, parce que je sais pas trop comment ça se passe avec un donneur, est-ce qu'il aura accès s'il a envie ou? Alors moi, il pourra avoir accès aux informations, oui, s'il veut. S'il veut. Après, libre à lui, hein, c'est son choix. Voilà, je le laisserai. On verra dans 18 ans. On a le temps. On a le temps. On a le temps d'y réfléchir. Et chaque jour est une victoire. Chaque jour est un passage. C'est clair. Et toi, Delphine, au regard des autres, en maman en couple? Eh ben, alors nous, c'est d'ailleurs c'est important de le dire parce que nous, on n'a jamais subi de regard, de jugement en France, justement, de la part du corps médical, à l'école. Jamais. On a toujours été accueillis comme des parents, mais vraiment sans remarque particulière, quoi. Ah, vous êtes deux mamans. Non, je me rappelle très bien l'inscription à la maternité. Ils ont même pas cherché à savoir comment j'étais enceinte. Enfin, voilà. Je suis enceinte, point, quoi. Voilà. Le docteur qui m'a suivi pendant les 9 mois aussi à la maternité, pareil, et nous a toujours accueillis avec grand plaisir. Quand je suis arrivée à la maternité pour accoucher, la sage-femme qui m'a accueillie, elle m'a pas fait une tête de travers parce qu'on était deux femmes. Jamais. Là, aujourd'hui, notre fils, il est à l'école et on a été hyper bien accueillis aussi. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le dire parce que malgré tout, il y a encore, et notamment beaucoup depuis les manifs pour tous, des choses qui sont pas évidentes pour les couples homosexuels. Et en fait, ce n'est finalement, je pense, qu'une minorité qui se fait peut-être un peu trop entendre, mais que heureusement, les mentalités quand même évoluent et que de manière générale, on n'est pas jugé, regardé sur le fait d'être déjà homosexuel et en plus parent maintenant. Donc ça, je trouve ça quand même vraiment vraiment chouette à ce niveau-là. Après, moi, au niveau de ma famille, au contraire, ça nous a rapprochés. Moi, ça a été compliqué avec mes parents parce que on a passé 16 ans
parce que mes parents n'acceptent pas ma relation. Donc du coup, ça a été très difficile, très dur. Et ils ont accepté à partir du moment où on a décidé de se marier. Et ils étaient présents à mon mariage, et ça a été le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire. Pardon, j'ai un peu d'émotion du coup. Et c'est vrai que derrière, j'ai pas tout de suite voulu leur parler du parcours dans lequel on rentrait, parce que j'avais peur justement que ça refasse basculer et revenir en arrière. Et puis je me souviens très bien quand j'ai eu le deuxième échec après le deuxième essai d'insémination. J'étais effondrée et la seule chose dont j'avais besoin, c'était d'appeler ma maman. Et c'était peut-être ma petite fille, quoi, intérieure, qui hurlait et qui avait juste besoin d'appeler sa maman. Et je l'ai appelée en pleurs, en hurlant de douleur. Et j'osais pas je lui dis, je veux pas que tu le dises à papa, je veux pas que tu le dises à papa. Et elle m'a dit, mais si, on va aller le dire ensemble à papa. Et là, ils ont été super. Et derrière, ils ont été tout le temps là, présents sur toute la suite du parcours et à souhaiter au plus profond d'eux que ça marche, à même être déçus quand ça marchait pas. Et du coup, voilà, quand notre bonhomme est arrivé, ils ont aussi vite débarqué pour venir le voir et voilà. Et aujourd'hui, mon papa n'est plus là et il aura connu 18 mois. Voilà. C'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Mais j'aurais voulu qu'il le connaisse plus, mais c'est comme ça. Et oui, ça fait la vie des fois n'est pas forcément juste, on va dire. Mais oui, mais au moins il l'a déjà connu. Voilà, Oui. je suis contente qu'il ait pu au moins le connaître et être là pendant ces 18 mois, quoi. Et puis c'est une belle réconciliation avec Eh ben oui, avec oui, la oui. famille en Oui, fait. oui, et puis il est parti dans l'amour d'une famille retrouvée et ça c'était hyper important pour moi parce que ça aurait été encore plus difficile si évidemment on était toujours fâchés ou quoi que ce soit. Là au moins voilà et il est toujours là d'une autre manière mais voilà. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur aujourd'hui, notre fils il parle, hein, ce qui est pas le cas du tien. Non, c'est clair. Mais l'autre jour, par exemple, il était avec des copains et je sais plus comment. Et puis à un moment donné, il a tout simplement dit, moi j'ai pas de papa. Et je pense que ça se fait très naturellement et les enfants en fait nous il a très bien intégré et donc lui il dit moi j'ai deux mamans et ce sont ses parents et nous on lui explique bien. Tu parlais du livre tout à l'heure. Nous, on n'a pas trouvé de livre qui expliquait vraiment ce parcours-là de deux mamans avec un don d'embryon. Parce que déjà, deux mamans, c'est un parcours particulier, mais en plus un don d'embryon, là, nous, on cumule le côté exceptionnel. Et du coup, nous, on l'a créé le livre. Et en fait, j'ai écrit une histoire j'ai écrit une autre histoire tout simplement. Et puis on l'a fait illustrer par une super illustratrice. Et du coup, on a le livre de notre histoire maintenant avec des super beaux dessins et ça lui explique son parcours avec les donneurs et le fait qu'il a été mis dans le ventre de maman et voilà. Et du coup, lui, je pense qu'il a bien intégré ça. Le fait qu'il ait deux mamans, ça ne pose pas de problème. Les enfants... Les enfants grandissent avec ce qu'ils ont de toute façon. Je pense il aura certainement des questions, des petites réflexions, des petits trucs, mais du moment où je lui apporte l'équilibre nécessaire et comme vous, pareil, vous lui apportez ce dont il a besoin, donc c'est plus fort que ce qu'on croit. Il y arrivera. Oui, puis je trouve que c'est pas même de vous poser ces questions, ça veut dire se justifier de quelque chose qui ne rentre pas dans une case, alors qu'en fait, il y a des couples qui font des enfants sur des coups de tête, qui après se détruisent pendant des années, et l'enfant, il vit pas dans l'amour, en fait, il vit dans la destruction. Donc là, c'est des choses qui vont pas se passer, en fait. Donc et par contre, on va moins leur poser la question à eux, et tout le monde va être très content. Enfin, il y aura moins de jugement, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Que c'est... Après, ça évolue, les mentalités évoluent aussi, heureusement, et je pense qu'on nous posera moins de questions dans l'avenir, et j'espère en tout cas. Oui, après, dans une classe, par exemple,
évidemment, le pourcentage. L'année dernière, par exemple, sur sa petite section, il y avait 2 enfants qui avaient 2 mamans, voilà, donc c'était super C'est chouette. génial. Mais par exemple, le pourcentage, voilà, de 2 mamans, 2 papas ou maman solo, évidemment, il est beaucoup plus faible que le reste. Donc c'est assez logique qu'effectivement on dit: «Ah bah toi, enfin voilà, un papa, enfin tu pas de papa, donc ça reste quand même logique. Mais c'est vrai que, pour parler avec les parents des autres enfants, je sais que, bah, ils commencent quand même à apprendre aussi ça à leurs enfants. Donc je pense que les enfants vont aussi moins être dans le jugement. Ils vont peut-être juste se dire: «Ah toi t'as 2 mamans», mais pas être: «Ah toi t'as 2 mamans», un truc, c'est quand même différent. Et ça change tout et c'est important pour nos enfants. Et Léa, moi j'ai une question parce que la grande question c'est je vois tous les couples qui sont 2 qui disent ah mon Dieu pour gérer un enfant. Donc quand on décide d'être maman solo, qu'est-ce que t'as mis en place pour pouvoir gérer ton travail et un enfant Alors moi j'ai de la chance, mais vraiment je me sens très chanceuse. J'ai un bébé très cool, très très cool, qui a fait ses nuits très rapidement, qui pleure pas beaucoup, ou vraiment sur des petits trucs, mais encore c'est jamais des gros sanglots ou des éclats de larmes. Il rigole, il est très facile, donc ça a été déjà un plus. Et j'ai mes parents qui sont là heureusement, qui m'aident énormément quand je travaille, et c'est en ça où je peux être sereine pour le moment en tout cas, mais et ça se passe très bien d'ailleurs avec eux. Il est hyper cool aussi avec mes parents, donc c'est facile quoi. Maintenant, je dis pas que c'est simple tous les jours, il y a pas beaucoup de repos, les journées sont très denses. C'est voilà, le temps pour soi, on l'oublie un petit peu. Même la douche solo, on l'oublie un petit peu. C'est des douches mi-rapides. On fait ce qu'on peut, quoi. On s'adapte. Et il grandit avec moi et moi j'évolue avec lui. Enfin, on trouve notre rythme à 2. Voilà. Et il est jamais très loin de moi, c'est sûr. Mais on s'en sort bien pour le moment. On s'en sort. Un bébé, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, oui, ça pleure, mais en soi, quand on le veut, on accepte et ça se stabilise. Voilà. J'ai pas, pour le moment, en tout cas, j'ai toutes les difficultés, j'ai réussi à les surmonter. Et comme je disais tout à l'heure, chaque jour, c'est une victoire. On y arrive, on finit la journée et ça s'est bien passé et on verra ce qui se passe demain. Faut voir au jour le jour. Je verrai. Dans quelques mois, ça sera peut-être plus difficile. En tout cas, pour le moment, tout va bien. Et est-ce que j'ai une question par rapport à, est-ce que t'as pas renoncé forcément à rencontrer quelqu'un, ou est-ce que c'est quelque chose qui en ce moment, c'est pas du tout ce qui t'intéresse? Alors en ce moment non. Après je suis pas du tout fermée à l'optique de rencontrer quelqu'un. Au contraire, pourquoi pas. Maintenant que j'ai mon bébé, si tu veux, il y a plus rechercher un papa. Et ça, c'est ce qui fait peur aux mecs aussi de notre génération, de Paris beaucoup. Les mecs ont peur des filles de nos âges parce que forcément, elle veut un enfant. Moi, je suis pas prêt. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de m'amuser. C'est quand même la mentalité de 80% des mecs de nos entourages, hein, de notre entourage. On est assez d'accord là-dessus. Et au moins maintenant, je me dis, je cherche plus un papa. J'ai mon enfant. Si je rencontre quelqu'un, il m'acceptera moi et mon enfant. Si je rencontre personne, bah tant pis, c'est pas grave. Au moins j'aurai eu mon enfant et c'est peut-être égoïste, hein. Chacun juge comme il veut, peu importe. Mais non, je suis pas fermée. Maintenant, il faut qu'il m'accepte moi et mon enfant, c'est autre chose. Voilà. Et c'est pas la même recherche aussi, du coup t'es plus détendu, du coup peut-être que effectivement quand tu vas rechercher ce sera plus carré, quand il y a des choses qui vont moins passer de suite parce Oui, que toi tu sais que parce que la personne aura un impact sur la vie de mon enfant aussi, donc je ne veux pas d'une mauvaise personne ou d'une personne qui aura des défauts que j'aurais acceptés avant, quoi. Mais non, je suis pas du tout fermée. Après là, mon petit a 9 mois, donc c'est vraiment pas la question que je me pose en ce moment. Maintenant, si ça vient, ça vient. On sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. Je suis pas. On verra. On verra. Est-ce que tu envisages un deuxième? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien un deuxième. J'aimerais bien qu'il ait un frère ou une sœur. Après, pareil, hein, ça peut marcher du premier coup, ça peut ne pas marcher. On verra comment ça se passe parce que je vieillis aussi, évidemment. Mais bon, en tout cas, si j'ai la possibilité de faire un deuxième, je le ferai. Et du coup, toi, Delphine, est-ce que avoir un deuxième enfant, l'adoption, là, vous avez peut-être mis un terme, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors nous, non, on n'aura pas de deuxième enfant. Moi déjà j'ai 46 ans et même si en soi, étant donné que comme je disais j'ai un bon petit nid pour accueillir un autre embryon, ça on n'a jamais dépassé l'âge pour un bon utérus peut accueillir un enfant jusqu'à longtemps. Mais non, non parce que effectivement, moi. Tout n'a pas forcément été rose sur ces 4 ans. Ça a pas été évident. Déjà, moi, je n'ai pas eu un enfant qui a fait ses nuits rapidement. Donc, je n'ai pas dormi pendant 2 ans et demi. Donc, j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi perdu mon papa sur un postpartum et c'est pas facile du tout. Et du coup, je suis tombée en dépression. Voilà, dont je me sors tout juste, avec des rechutes de temps en temps. Et du coup, non, je suis pas prête à donner encore de l'énergie et à un autre enfant. Je veux tout consacrer à mon fils et c'est très bien comme ça. On est très bien à 3 et voilà. On va s'arrêter là. C'est intéressant ce que tu racontes sur le postpartum parce qu'on en parle les gens en parlent de plus en plus, mais Oui. Est-ce que toi tu penses qu'il y avait un rapport avec le deuil que tu avais fait ou il y avait que tu Je étais pense en que train de c'est un faire? tout. Dans mon cas, je pense que c'est un tout. Je pense qu'il y avait une sorte de dépression postpartum parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, moi j'étais méga prête à être maman depuis des années. Céline, elle a mis du temps à l'être, mais c'est vrai que finalement, je pense qu'elle a mis du temps à l'être et elle était plus prête que moi. Alors que moi, j'avais peut-être cette impatience-là et que j'avais pas mesuré autant l'impact et tout ce que ça avait comme conséquence de devenir parent. Et du coup, je me le suis pris un peu dans la face, quoi. Donc, j'ai aussi allaité mon fils pendant 20 mois, donc il y a eu tout ça, plus les nuits, plus voilà. Et même aujourd'hui encore, Léa, tu connaîtras ça, mais le Terrible Two, les 3 bien sûr. ans, C'est quoi voilà, le Terrible Two? bah, connais pas. c'est Non? À 2 ans. à 2 ans, C'est la phase du non, en fait. Un enfant oui. va aller à l'opposition totale de ses parents. C'est ça. Ah d'accord, Du c'est coup, le c'est fameux. le début un peu des crises et parce qu'ils savent pas encore gérer leurs émotions et du coup, comme on est passé dans une éducation fort heureusement où on n'est plus à dès qu'on fait une crise, tu te prends une tarte ou autre chose. Voilà, du coup, on est plus dans l'accompagnement des émotions et dans essayer de leur apprendre à comment les gérer. Et du coup, ça impacte nos émotions à nous et c'est pas évident à gérer pour soi en fait les adultes. Donc oui, des fois c'est pas facile aussi chaque âge a du bien et du formidable évidemment et des choses plus difficiles. Donc oui voilà, et c'est vrai que bon moi comme je disais tout à l'heure, j'ai perdu mon père, mon fils avait 18 mois. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées. J'ai pas forcément trop compris tout de suite, et puis j'ai vraiment fait un gros craquage quand mon fils avait 3 ans. Donc vous voyez, ça a mis presque 1 an et demi à ce que je descende sans vraiment m'en rendre compte, à juste gérer. Et puis d'un coup, j'ai basculé en mode survie et j'ai pété un plomb quoi. Voilà. Et là, quand j'ai pété un plomb, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin. Et je me suis mis à écouter des podcasts, justement. J'en avais pas écouté. On n'arrête pas de me dire depuis la naissance, non mais il faut que tu écoutes les podcasts, notamment La Matrescence de Clémentine Sarlat ou d'autres podcasts comme ça. Et à chaque fois, j'ai dit non mais attendez, vous êtes bien mignonne, mais moi j'ai pas le temps quoi en fait d'écouter les podcasts. Enfin, j'ai autre chose à faire, j'ai un bébé à gérer. Enfin, moi j'ai pas 1 minute dans ma journée pour me poser avec des oreillettes et écouter quelqu'un qui parle quoi en fait. Bon, et là, je sais pas, je me suis mis et je suis tombée sur un podcast d'une maman qui était tombée en dépression postpartum et tout ce qu'elle décrivait, bon, elle, c'était beaucoup plus grave que moi, elle a même fini en unité mère-enfant, etc. C'était exactement ce que je vivais, quoi. Et je me dis, mais en fait, c'est ça. En fait, je suis en dépression, en fait. Et postpartum, lié au deuil, le tout, peu importe, dépression, point barre. Et voilà. Et des fois, je me reconnaissais pas dans mes attitudes, mes comportements, la fatigue extrême, l'irritabilité. Enfin, voilà, tout ça, c'est complètement les symptômes de la dépression. Donc, à partir du moment où on pose le mot, déjà, on commence à aller mieux. Et voilà, de toute façon, j'étais accompagnée
en psychothérapie depuis le décès de mon père déjà, mais là après on est passé dans autre chose. Enfin voilà, donc et je continue et on continue toujours. D'ailleurs aujourd'hui avec ma compagne aussi, on a basculé de nouveau dans quelque chose à deux parce on avait fait à deux un accompagnement aussi pendant le parcours justement les 2 ans qui ont été très compliqués avec les échecs à gérer. On se faisait accompagner, c'était important. Et là, on vient de reprendre justement quelque chose à deux parce que du coup, forcément, ça a des impacts sur le couple, toutes ces difficultés ou la dépression et du coup, on reconstruit les choses aussi ensemble pour nous, pour notre famille et pour notre fiston aussi. Qu'on aime plus que tout et que du coup on veut qu'on aille bien tous quoi. Ouais, c'est intéressant, c'est important de se faire accompagner. Oui, complètement. Toi, tu as trouvé tu t'es fait accompagner, du soutien par rapport à des groupes ou des choses comme ça? Alors oui et non, pas par un psy, mais je suis pas du tout fermée à l'idée d'y aller un jour, ne serait-ce que pour mon enfant et s'il en a besoin et si nous on en a besoin pour parler du parcours et tout. C'est une option qui est complètement envisageable. Là pour le moment, j'en ressens pas le besoin, mais si jamais je dois le faire, je le ferai évidemment parce que c'est super important de parler de ces choses-là. C'est des choses qui marquent. Hein. C'est pas anodin de faire un enfant seul ou à deux. On a besoin d'en parler évidemment. Après, j'ai été accompagnée différemment par des bonnes amies qui avaient fait la même chose et qui ont des bons conseils, des bons mots et voilà. Ça a été mon soutien à moi pour ça, en tout cas pour le parcours. Après, mon fils n'a que 9 mois, donc j'en suis pas encore Au terrible tout. Au terrible tout. Après, je l'ai vécu d'autres façons, mais je verrai, mais je ne suis pas du tout fermée à l'idée d'être accompagnée, bien sûr. Et d'ailleurs, le parcours PMA en France et à l'étranger aussi, on te fait voir des psychologues et c'est pas pour rien non plus. Alors il y en a il y a de tout commentaire, il y en a qui sont pas forcément bienveillants, mais il suffit de tomber sur le bon qui comprend le parcours et qui aide au lieu de vouloir un peu détruire, quoi, dire que c'est pas responsable d'avoir un enfant seul ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on le lit, ça, on le lit beaucoup dans certains commentaires, sur des pages ou sur des forums, enfin, sur des choses comme ça. Mais il faut trouver la bonne personne qui accompagne bien et qui aide, qui est vraiment dans une optique de bienveillance, quoi. Et en parlant de groupe, justement, toi, tu disais pour tout le début de ton parcours, dès que tu t'es lancé, il y a des groupes Facebook, c'est ça, qui sont hyper... Ouais, qu'on m'a conseillé, parce que j'ai une bonne amie qui est devenue une très bonne amie maintenant, du fait de ça, qui faisait le même parcours que moi, qui l'a commencé avant, en fait. Et quand je lui ai dit, OK, moi, je me lance, elle m'a aiguillée sur tout. Vraiment sur tout, sur toutes les procédures, sur ce qu'il fallait faire, en plus de la sage-femme qui m'a pris les rendez-vous et les gynécos qui ont ensuite pris le relais, bien sûr, pour m'aider. Et elle m'a conseillé une page Facebook qui est très bien, qui s'appelle Concevoir en solo, et qui a été créée par une maman qui a fait son bébé toute seule, une des premières certainement en plus. Enfin, je sais pas, mais qui détaille tout. Et il y a plein de mamans solo ou de parcours de mamans qui sont en cours. Et plein de conseils, on peut poser n'importe quelle question, on a des réponses. C'est un groupe fermé en plus. C'est un groupe fermé, oui. Donc ça peut être anonyme à 100% si vous voulez pas pas être reconnu, mais ça a répondu à beaucoup de mes questions. Donc que ce soit sur le processus médical, sur même sur des piqûres, sur ce qu'il faut faire, et puis ouais, non, ça m'a beaucoup aidée et je continue de regarder régulièrement ce qui y passe et quand je peux donner des conseils, j'en donne aussi. Et puis c'est intéressant, j'imagine, de pas se sentir seul. Complètement parce que ce qu'on disait, c'est que c'est quand même difficile pour nous à Paris de rencontrer quelqu'un, et quand tu as envie d'un enfant, tu sais pas trop par où commencer, et ce genre de groupe t'aide à te lancer aussi, et voilà, on est loin d'être les seuls en fait. On est loin d'être seuls à vouloir des enfants, et c'est bien d'avoir des gens qui aident et qui ont des bons conseils, ouais. Oui, parce que c'est une vraie décision quand tu la prends. Bien sûr. C'est une vraie confiance en soi aussi de se dire j'y vais. Ou une folie, je sais pas. Ça peut être considéré, ça peut être les deux. Ouais, il faut être sûr de soi, c'est sûr. Mais quand on se lance, c'est qu'on en a envie. Rien que le premier rendez-vous,
C'est quand tu sais ce qui t'attend, qu'on te prescrit, t'as 10 ordonnances pour faire des examens, des machins à tel moment. Si t'es pas un peu téméraire, tu baisses les bras très rapidement. Mais ouais, quand t'en as envie, tu te donnes les moyens et t'y vas et tu fais ce qu'il faut. Que ça marche ou pas, en tout cas, t'essayes. Est-ce que on arrive presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un conseil peut-être à donner à une femme qui nous écoute et qui peut-être se pose des questions à faire un enfant seul ou qui est dans un parcours PMA un peu compliqué, qui se pose les questions des dons d'ovocytes peut-être Moi, enfin, le seul conseil que j'aurais tendance à donner, c'est que, encore une fois, la rencontre avec le ou la gynéco est hyper importante. Et si on sent pas, il faut tout de suite prendre, voilà. Moi, je sais que dans mon parcours avec la Belgique, dès la première insémination, c'est vrai que je me sentais pas considérée en fait. Il y avait un côté très mercantile et du coup, il fallait même qu'on donne l'argent directement au gynéco. Enfin, il y avait des choses qui me dérangeaient. Et bon, mais comme on avait acheté 3 paillettes aussi, on a été jusqu'au bout. Et en fait, voilà, j'aurais peut-être dû tout de suite dire ça va pas. Ça va pas, il faut qu'on change quelque chose. Parce que voilà, j'étais jamais reçue par le même gynéco, machin. Enfin, il y avait pas de considération de la femme en fait. Et dans ce parcours-là, on a besoin d'être énormément considérés et accompagnés parce que c'est nous quoi, c'est nous qui prenons tout dessus, que ce soit à l'épicure, voilà. Et on doit être dans un état qui est psychologiquement bon. Et pour ça, il faut qu'on nous considère quoi. Et voilà. Et c'est vrai que du coup le déclic là avec cette rencontre avec Anna, cette femme espagnole, là je me suis dit mais oui mais bien sûr. Et c'est comme presque tout d'un coup j'étais persuadée que ça marcherait. Voilà. Évidemment quand ça a pas marché il y a eu la déception etc. Mais je savais ça allait faire quelque chose en fait. Et ça je pense que toute personne est capable de sentir ça. Et donc tout de suite, il faut prendre les bonnes décisions. Si à un moment donné, on sent que c'est pas la bonne, tu l'as un peu dit d'ailleurs, toi, Ouais. tu vois, t'avais senti le premier rendez-vous, Oui. que c'était À pas Paris, ça. ouais. Voilà. Non, c'était pas un bon feeling. Je me suis pas sentie en sécurité et pas soutenue. Et on a besoin de soutien, c'est clair. C'est totalement ça, en fait, ce que tu dis. On a besoin de soutien. On rentre dans un parcours difficile, qui se finit, on espère, par une belle récompense. Mais c'est très difficile, oui. Évidemment, c'est ton corps qu'on met, ton corps et ton psychique aussi, hein. C'est compliqué. Et oui, il faut qu'on soit bien entouré médicalement parlant et psychologiquement parlant. Et ouais, les gens qui vont nous aider sont très, très, très importants. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, il faut pas baisser les bras. Faut essayer au moins. Essayer si on en a envie. Il faut essayer pour pas avoir de regrets. Et voilà. Après, moi, j'ai eu de la chance, c'est vrai, ça a marché du premier coup. Même si ça a été difficile, hein, je l'ai peut-être pas dit, mais évidemment, il y a une pression, il y a des peurs. On claque pas des doigts, c'est pas magique, hein, comme truc. Il y a un conseil à des femmes qui se posent la question, peut-être de faire un enfant toute seule aujourd'hui C'est à elle de voir, c'est propre à soi. C'est chacune voit sa vie, chacune voit si elle a la possibilité. Si c'est pas rien de faire un enfant, faut le faire dans des bonnes conditions aussi. Maintenant, si l'envie est extrêmement forte, faut tenter, faut essayer. C'est légal, il y a du soutien, il y a des bonnes personnes, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui aident. Ça serait dommage de ce que je disais, ça serait dommage d'avoir des regrets, d'arriver à 50 ans et de se dire c'est con, j'aurais peut-être pu. Mais après, c'est propre à soi. C'est si on veut un enfant, si on n'en veut pas, chacune est libre vraiment de faire ce qu'elle veut. Il y a pas d'impératif. Personne n'a à dire il faut que tu aies un enfant ou faut pas que tu aies d'enfant. Il y a pas de jugement en fait. C'est intrinsèquement. Est-ce que moi je me sens capable? Est-ce que moi j'ai envie? Est-ce que et après, oui, il y a des questions qui rentrent en compte après. On se pose beaucoup la question. Ça coûte de l'argent. Ça demande de la place et tout. Mais je pense que les solutions, on les trouve au fur et à mesure aussi. Et si on est suffisamment stable, on trouve toujours des solutions. Le don, ça marche beaucoup. On a tellement de choses qui facilitent la vie pour celles qui n'ont pas beaucoup d'argent aussi. Enfin, faut essayer en tout cas.
Moi, j'aurais un autre conseil pour les femmes, que ça soit femmes solo ou femmes en couple, enfin peu importe, en tout plus pour des femmes qui n'ont pas forcément le désir de faire un enfant jeune entre guillemets, parce que aujourd'hui c'est vrai que la vie fait qu'on fait plus forcément des enfants à 22, 25 ans, mais peut-être plutôt vers 35. Je sais ce que tu vas dire, je suis totalement d'accord. C'est déjà 35 ans, malgré tout, l'horloge biologique, elle est vraiment là pour les femmes. Et du coup, c'est de réfléchir à l'éventualité de faire congeler ces ovocytes. Voilà. Et notre génération n'a pas du tout été aiguillée là-dessus. Voilà. Et je trouve ça, enfin, c'était pas actuel, mais maintenant, en sachant que en France c'est légal et c'est remboursé jusqu'à son 37e anniversaire, donc en sachant que le parcours est très long aussi, qui dure 2 ans, faut pas hésiter à anticiper ce genre de choses et à le faire complètement. Surtout faire peut-être c'est propre à chacune, donc voir où est-ce qu'on en est dans sa réserve ovarienne, dans des tests. Et ne pas hésiter à en parler à son gynéco, parce que les gynécos, c'est compliqué d'en trouver un bon qui va aborder ce genre de choses. Moi, ma gynéco de ville, la seule chose qu'elle me disait, et je l'adorais, hein, elle était super drôle et hyper sympa, c'est « Ah, dis donc, vous commencez à vieillir, faut peut-être penser à faire un enfant, là !» Et ouais, mais tu connais pas ma vie autour, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si j'essaye. Enfin, c'est pas le conseil qu'il faut donner en fait. C'est pas ça, je prenais ça plus comme un reproche qu'autre chose. C'est vraiment, voilà, on en est là. Vous avez 35 ans, vous n'avez pas d'enfant. Peut-être qu'il serait temps d'envisager de faire aiguiller les gens à partir de leurs 30 ans. Je pense que c'est pas mal. On disait aussi dans l'émission de la congélation d'ovocytes, c'est que ce n'est pas non plus une garantie absolue. C'est non, aussi bien sûr. des choses qui font en sorte que il y a pas. C'est pas une garantie. Il y a une garantie de rien, et c'est aussi, comme vous l'avez dit, non, c'est la parce magie que moi, par exemple, si je l'avais fait, si ça se trouve, mes ovocytes, ils étaient déjà pas bons à l'époque. Enfin, ils n'auraient pas été bons, même si je l'avais fait. Parce que moi, je suis persuadée que j'avais un problème et que c'est pas forcément lié à l'âge. J'avais 39 ans au départ. Enfin, on n'est pas forcément foutu à 39 ans, entre guillemets. Donc, on sait pas, c'est vrai. Mais au moins, ça laisse une chance. Au moins de savoir qui on est, de savoir notre propre réserve ovarienne. Complètement. Et savoir, comme ça, prendre des décisions et se placer en fonction de qui on est, de ce qu'on a à l'intérieur. Oui, parce que maintenant, une prise de sang, c'est vrai que les gynécos pourraient conseiller à des femmes plus jeunes, si elles ont envie d'avoir potentiellement des enfants, de leur dire, déjà, on peut faire une prise de sang et voir si ça vaut le coup de congeler ou pas, ou si vous avez chose que les gynécos énorme. Non, c'est le taux AMH. Moi, j'ai attendu je l'ai fait il y a 2 mois. Et j'ai 41 ans et demi. On m'avait jamais proposé de le faire. Moi, je l'avais jamais fait non plus avant. J'avais jamais fait d'examen poussé pour savoir si si tout allait bien ou pas. Et oui, c'est pas normal. On te fait un frottis. Alors c'est bien, hein, c'est important évidemment, mais on va pas plus loin. Et c'est sûr que je pense que passer un certain âge, et même jeune, hein, après tout, pourquoi pas. C'est pour savoir quel capital on a, et bien sûr. Et comme ça change. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours eu peur de le faire. Et là, je l'ai fait parce que mon gynéco m'a dit, vous prenez la pilule, mais vous avez 41 ans et demi, faites votre faut peut-être qu'on même regarder, parce que peut-être que vous aurez 0. Alors, je me suis dit, waouh, je veux pas avoir 0. Et non, mais j'ai 5, en fait, ce qui est un énorme score pour mon âge, donc je suis très fière de le dire. Bravo. Mais c'est rigolo, parce que du coup, moi, j'ai prié pour avoir au moins 1, et je me retrouve avec 5, ce qui est énorme. Et à mon âge, si je l'avais su avant, peut-être que j'aurais changé ma façon de... Bien sûr. De m'angoisser par rapport à tout ça. Ça veut pas dire que j'aurai un enfant, j'en aurai peut-être jamais. C'est ça qui est fou, en fait. Oui, parce moi, en tout cas, je n'avais aucune notion de ce qui était dans mon corps, en fait, si j'allais pouvoir porter un enfant, si ça allait bien se passer, si ça allait être simple ou pas. Et je savais pas, en fait. Je savais pas quelle était ma réserve. J'ai débarqué dans un univers que je connaissais pas, quoi. Et oui, j'aurais aimé que ma gynéco m'aiguille là-dessus bien avant. C'est clair. C'est très important. Donc, si votre gynéco ne le fait pas, n'hésitez pas à lui demander. Complètement. Oui, pour savoir qui vous êtes, en fait. À l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Merci à vous. Merci. C'était passionnant. Et puis, c'était notre dernier épisode sur la maternité. On finit avec vous. Super. J'espère que les auditeurs et auditrices ont appris des choses, et on se retrouve... Oui, qu'on a pu les aiguiller un petit peu sur la maternité. Et on se retrouve au mois de février avec des épisodes sur le thème de l'amour. Ouais. Donc, énorme sujet. Sujet très vaste. Donc, à la semaine prochaine pour parler d'amour. Flamme des années 80.
Le podcast qui allume la femme.